Content de vous retrouver pour une vidéo de présentation de matériel. Cette fois, on va parler de cet appareil-là que je viens de me procurer. C'est ce qu'on appelle un pont RLC. Alors ça va pas être une vidéo déballage où on va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur d'un colis, puisque comme vous pouvez le voir, l'appareil est déjà déballé. J'ai déjà eu le temps de m'en servir longuement pour bien comprendre et pour essayer de faire une vidéo intéressante. Donc en fait, ça va être une vidéo de présentation des usages qu'on peut avoir de cet appareil. Je vais vous montrer des exemples concrets de mesures que fait cet appareil, ce qui permettra de comprendre par la suite à quoi il va me servir dans de futurs projets électroniques. C'est un appareil que je me suis procuré sur le site de Polytech Instrumentation, donc je vous ai mis un lien vers lui en description de cette vidéo. Vous pourrez aller voir la fiche technique de ceci, où vous aurez les spécifications, puisque je ne vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo, pareil. Sachez juste que c'est un appareil qui est particulièrement précis, et qui descend très bas au niveau résolution dans ses calibres. Donc Polytech Instrumentation, c'est un site spécialisé dans tout ce qui concerne les équipements du laboratoire de manière générale. Donc ils ont les oscilloscopes, les multimètres, les pinces embryométriques, les pinces de mesure de puissance, des balances, des rhéostats, des choses comme ça, bref. D'ailleurs, j'ai aussi pris, tant que j'y étais chez eux, ce multimètre, donc un truc assez haut de gamme qui coûte un peu cher. On va pas en parler du tout dans cette vidéo par contre. Il est de marque Keysight, comme le pont RLC qui est aussi de marque Keysight, et on va se concentrer par contre sur ça donc pour la suite de cette vidéo. Alors le pont RLC mesure principalement résistance, inductance et capacité. Et on va donc commencer par s'intéresser à la fonction inductance mètre de cet appareil. Alors il est assez simple à utiliser puisque on a en fait dès le début un mode d'identification automatique des composants qui est disponible, c'est-à-dire que pour s'en servir, il n'y a pas besoin de faire de réglage préalable dans l'absolu. Alors on peut en faire si on veut pour peaufiner, mais il y a un mode d'identification automatique qui fait que j'ai juste par exemple à brancher un composant, donc on va prendre une bobine comme celle-ci, entre les pinces de mesure. Donc là, dès qu'on le branche, l'appareil se met à travailler pour identifier le composant en question. Il nous indique avec le L qui est ici qu'il a détecté une bobine et il nous donne en quelques secondes sa valeur. Là, on est à peu près à 50 et quelques microhenries. Et ça tombe bien puisqu'il est écrit sur cette bobine 50 microhenries, donc nous sommes dans les clous. Alors là, vous avez peut-être envie de dire « Ah bah oui, mais à quoi bon mesurer 50 microhenries s'il y avait écrit 50 microhenries sur la bobine ?» Alors bien sûr, on va retrouver plein de bobines dans plein d'appareils qui n'ont pas de marquage, comme celle-ci par exemple, voilà, il n'y a absolument rien d'écrit dessus. Et là, évidemment, si on veut connaître la valeur pour pouvoir s'en resservir dans un montage éventuellement, on est bien content d'avoir un inductance mètre qui va nous donner la valeur de ces bobines en quelques secondes. Alors là où cet appareil va s'avérer intéressant, c'est dans le cas où on va devoir confectionner des bobines soi-même pour telle ou telle application. Une application de filtrage par exemple, puisque si par exemple pour un filtre, on a calculé qu'il fallait avoir une bobine de telle valeur dans le filtre, eh ben c'est pas forcément génial d'aller prendre une bobine comme ça toute faite dans le commerce, sur laquelle il y a une tolérance déjà qui peut être très importante, et en plus, comme c'est des valeurs normalisées, ça va pas tomber pile sur ce qu'on veut. Dans ce cas-là, si on a besoin d'une valeur précise, c'est plus intéressant de pouvoir récupérer ou acheter un tore en ferrite, ou une barre en ferrite, ou des pièces qui ont une autre forme en ferrite. On pourra prendre quelque chose de plat si on a des contraintes de place, comme ceci par exemple, et donc de prendre cette ferrite et d'aller bobiner des spires autour de ce matériau magnétique jusqu'à obtenir la bonne valeur d'inductance. Vous voyez que par exemple, si je prends cette bobine-là, donc je ne l'ai pas bobinée moi-même, mais peu importe, ça revient au même. Là, si je la mesure, on tombe sur 4,3 microhenries, pas énorme, et si je me mets à débobiner des spires, voilà, vous voyez que ça commence à descendre, sans surprise, et tout ça pour dire que, bien évidemment, si on fait une bobine, on ajuste soi-même, comme je viens de le dire, précisément le nombre de tours, on va pouvoir obtenir pile, ou pratiquement pile, la valeur qu'on veut. Bobiner soi-même, ça peut être particulièrement intéressant aussi dans des applications d'électronique de puissance, puisque si par exemple, pour fabriquer une alimentation au découpage, j'ai besoin, admettons, d'une bobine très particulière qui supporte un courant de 25 ampères, qui a telle valeur, qui a tel entrefer au niveau de sa ferrite, donc ces trois paramètres en même temps, eh bien on ne va pas pouvoir aller dans le commerce comme ça trouver une bobine qui a pile ces caractéristiques-là, c'est pas possible. À ce moment-là, on n'aura pas d'autre choix que d'aller prendre effectivement des éléments magnétiques en ferrite, d'aller bobiner des spires dessus avec la bonne section de fil, jusqu'à obtenir une bobine qui ait pile les caractéristiques techniques qu'on veut. Un petit essai sur cette bobine-là, puisqu'elle porte un marquage. Donc c'est une bobine récupérée d'un vieux ballast électronique de tube fluorescent. Donc, il est écrit dessus, c'est pas très facile à lire, 1,6 millihenries, et on la mesure à peu près, alors oui, là c'était en fait l'auto power off qui vient de s'activer.
on a vu qu'elle était affichée à 1600 microhenries à peu près. Oui, c'est ça, 1600 microhenries, ce qui fait bien 1,6 millihenries. Alors, ce qui est intéressant avec cet appareil-là, c'est que, eh bien, il descend très très bas au niveau calibre et résolution, ce qui fait qu'on peut mesurer ce genre de bobine-là, par exemple. C'est quelques tours de fil enroulés sur une perle en ferrite. Voilà, 31 microhenries, pourquoi pas. Donc c'était un peu plus gros que ce que je pensais. On peut mesurer aussi ce genre de bobine-là. Alors physiquement, ça ne ressemble pas forcément à une bobine, puisque c'est pas bobiné. C'est en fait simplement un conducteur qui passe tout droit dans une perle en ferrite. Donc ça a une inductance extrêmement faible, évidemment. Donc là, on tombe sur, allez, 0,6 microhenries. Voilà, là je change manuellement les calibres, en fait, pour avoir le plus de chiffres possible après la virgule. Là, on va avoir un troisième chiffre, le voilà. Il faut savoir que les mesures de très faible valeur d'inductance que je vous montre ici, elles ne sont pas forcément très fiables. Pour avoir des mesures fiables avec des très faibles valeurs de composants, il faut absolument utiliser le mode relatif de cet appareil-là. Je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais je vous montrerai un exemple de ceci, quand on verra à la fin la fonction mesure de résistance. Comme cet appareil descend particulièrement bas au niveau de ses calibres, on va pouvoir mesurer aussi des bobines sans noyau ou à noyau d'air, qu'on retrouve énormément comme ici dans les circuits RF. Donc évidemment, ça a des valeurs extrêmement faibles comme il n'y a pas de matériau magnétique au milieu, ni ferrite ni fer. Et l'appareil donc sait se débrouiller avec ça, en prenant quelques précautions, c'est-à-dire utiliser le mode relatif. On va aussi pouvoir mesurer des inductances de bout de fil, enfin de bout de conducteur en général, des inductances parasites de pistes de circuit imprimés également. Alors ça peut être intéressant de mesurer toutes ces inductances parasites puisque en électronique de puissance, par exemple, il arrive que des inductances parasites très faibles posent des problèmes de résonance, de surtension, ce genre de choses. Et si avec cet appareil-là, on arrive à détecter qu'elles sont là et qu'elles ont telle valeur, ça peut nous permettre, à mon avis, de corriger des problèmes extrêmement pointus qui ne seraient pas très faciles à déceler. Cette mesure d'inductance peut aussi être utile, à mon avis, dans le cas des moteurs, pourquoi pas. Là où cet appareil va s'avérer particulièrement intéressant, c'est bien sûr aussi dans le cas des transformateurs et bobines couplées haute fréquence. Je vais donc vous montrer des exemples de mesures sur ce transformateur haute fréquence qui est équipé sur une alimentation de découpage, n'importe laquelle, puisque c'est juste pour la démonstration. Je vais sélectionner manuellement le mode inductance, voilà, puisque j'ai dit qu'on pouvait le faire aussi manuellement. Alors sur un transformateur haute fréquence ou des bobines couplées, si on se met à mesurer l'inductance existante entre les deux bornes du primaire alors que tous les secondaires de ce transformateur sont ouverts, comme ici, on va se mettre à mesurer une inductance assez importante, comme on peut le voir là, on est à peu près à 2,9 millihenries, d'accord? Donc ça c'est un premier résultat qu'il faut garder à l'esprit. Et maintenant, si on se met à mesurer exactement au même endroit, c'est-à-dire sans changer les branchements, mais que par contre, cette fois, on court-circuite tous les secondaires existants de ce transformateur, donc là je fais le court-circuit de manière un petit peu amateur, donc on risque de ne pas avoir un résultat très très stable, vous voyez qu'on mesure une inductance beaucoup plus faible que tout à l'heure. Là, on est à peu près à, allez, grosso modo à 100 microhenries. Et cette valeur-là correspond à ce qu'on appelle habituellement parfois l'inductance de fuite équivalente ramenée au primaire. Alors ça fait un petit peu long à dire pour une vidéo, donc à partir de maintenant je vais dire inductance de fuite tout court, mais sachez que je parle de celle qui est en fait équivalente ramenée au primaire, en tenant compte du secondaire en plus. Et alors, le résultat de la soustraction du premier résultat moins cette inductance de fuite donne l'inductance magnétisante du transformateur. Alors c'est une soustraction qui est extrêmement connue, sauf que habituellement on n'a pas les valeurs pour en faire quoi que ce soit, et bien là on a les valeurs et on peut donc connaître les paramètres inductifs de son transformateur. Alors vu comme ça, c'est pas forcément très intéressant puisque ce transformateur est déjà tout fait, mais là où ça va être extrêmement intéressant et même indispensable, c'est dans le cas où on va confectionner de A à Z une alimentation au découpage, un convertisseur, et où on va devoir bobiner soi-même le transformateur ou les bobines couplées. Puisque quand on conçoit une alimentation au découpage, la valeur de l'inductance magnétisante du transformateur, elle n'est pas du tout choisie au hasard. C'est une valeur qui sort d'un calcul, qui dépend de la tension, de la fréquence, d'un rapport cyclique, bref, de plein de choses. Et grâce à cette mesure d'inductance, on va pouvoir, par exemple, au niveau d'un transformateur, pendant la confection, bobiner précisément le nombre de spires qu'il faut au primaire du transformateur, par exemple, pour avoir pile la bonne valeur d'inductance magnétisante et avoir un montage, un convertisseur qui fonctionne dans les paramètres qu'on a prévus. Quant à l'inductance de fuite, alors c'est spécial. Il y a des topologies de convertisseurs pour lesquelles l'inductance de fuite est un problème. On aimerait idéalement qu'elle vaille 0.
sauf qu'il est impossible de faire un bobinage où le couplage entre les enroulements est parfait, donc on ne peut pas avoir 0. On peut au mieux utiliser dans ces cas-là des stratégies particulières de bobinage comme le sandwich ou comme l'interleaved en anglais, de manière à pouvoir réduire le plus possible en proportion cette inductance de fuite par rapport à l'inductance magnétisante. Et justement, avec la mesure d'inductance, on va pouvoir, à la fin de son bobinage, vérifier la qualité de son boulot de bobinage, c'est-à-dire est-ce qu'on a réussi à bien réduire le plus possible cette inductance de fuite, pour commencer. Et ensuite, pour être un peu plus concret encore, dans un convertisseur flyback, il va très souvent y avoir un snubber qui est associé donc, dans le montage. Et ce snubber est calculé par rapport à la valeur de l'inductance de fuite, et donc la mesure nous est utile une deuxième fois. Et à l'inverse, il y a d'autres topologies de convertisseurs, comme les convertisseurs résonants par exemple, où au contraire, cette fois, l'inductance de fuite dans le transformateur est utile pour le fonctionnement du montage. Et vous avez par exemple ici sur cette carte électronique, sur ces deux cartes, des convertisseurs résonants. Donc voici le transformateur ici et là. Et vous pouvez observer que c'est des transformateurs où la disposition des bobinages est particulière. On a ici, là et là les primaires, et de l'autre côté, les secondaires. Et c'est en fait une disposition où les enroulements sont séparés et non pas les uns dans les autres, qui fait naturellement baisser la qualité du couplage magnétique entre les enroulements, et donc augmenter l'inductance de fuite. Et donc c'est une disposition bien sûr recherchée par le concepteur pour avoir une certaine inductance de fuite, nécessaire comme je l'ai dit au fonctionnement du montage. Et donc avec cet appareil-là, inductance mètre, on va pouvoir mesurer par exemple l'inductance de fuite, et adapter, imaginons, la fréquence du montage, pour faire simple, à cette valeur d'inductance de fuite. Voilà, c'est vraiment pour prendre un raccourci, histoire de ne pas s'étendre. Bien, donc intéressons-nous maintenant à la fonction mesure de capacité de ce point RLC. Alors on va mesurer pour commencer ce condensateur-là. Alors c'est un condensateur tout neuf, de marque, donc qui n'a subi aucun dégât puisqu'il a été bien conservé. Alors pareil, on a l'identification automatique sur l'appareil, ce qui fait que j'ai pas besoin de faire de réglage. Il faut que le condensateur soit quand même déchargé, comme écrit là, pour ne pas endommager l'appareil, et il faut respecter quand même la polarité. Donc là, regardez le délai. Voilà, donc c'est pas énorme, c'est raisonnable. Nous sommes à 435 microfarads, d'accord, et il est marqué 470. Alors sachant que sur ce genre de composants, on a très souvent des tolérances, j'ai pas regardé là, mais très souvent de plus ou moins 20%, pas d'inquiétude, il est bon, il est dans les clous. Et avec un appui là-dessus prolongé, on passe en mode mesure de SR, et on tombe ici sur à peu près quelques dizaines donc, de milliohms de résistance équivalente série pour ce condensateur, donc il est correct. Donc ça c'était juste pour montrer sur un condensateur tout neuf. Regardons maintenant sur un condensateur qui est mort. Donc j'ai dessoudé ici sur une vieille alimentation à découpage pour LED un condensateur qui est gondolé, celui d'à côté l'est aussi, ça devait sûrement être la cause de la panne, et on va donc mesurer ceci. Je déteste cette marque de condensateur d'ailleurs au passage, c'est pas pour rien, c'est parce que j'en ai vu beaucoup en panne que je dis ça. Alors, mesure. Alors l'ESR, pas bon du tout, pour un condensateur de cette gamme-là, on est à peu près à 3 ohms, c'est pas correct, on sait qu'il est mort déjà. Je reviens en mode capacité, on tombe sur 43 microfarads à peu près, pour un condensateur qui porte un marquage 330. Donc celui-ci, on sait définitivement qu'il est mort. Alors bien évidemment, on savait déjà qu'il était mort, puisque comme je l'ai dit au début, il montrait visuellement qu'il était gondolé, donc on savait que c'était mort, j'ai juste mesuré pour montrer. Mais là où bien sûr l'appareil va être très intéressant, c'est que un condensateur mort n'a pas forcément de défaut visuel. Et à ce moment-là, le seul moyen de détecter qu'il est mort, c'est de faire les mesures. Exemple très concret avec ce condensateur-là, il n'a absolument aucun défaut apparent. Il n'y a pas de gondolement au niveau de la croix. Il n'y a aucune trace de coulure en dessous. Et pourtant, quand on le mesure, je me branche, donc il est marqué 470 microfarads. Et on tombe sur 30 microfarads. Voilà, donc on sait qu'il n'est pas bon. Et on va mesurer le SR juste pour rigoler. Enfin, c'est pas drôle. Voilà, 7,6 ohms. Bon, pour un condensateur de cette gamme-là, bon, voilà, c'est mort, on sait qu'il est mort. C'est une fonction intéressante pour pouvoir repérer dans des appareils en panne des condensateurs défectueux. Donc, fonction très intéressante dans le cas de la recherche de panne et réparation, bien évidemment. Alors, je dis ça, mais je tiens à dire quand même que c'est un appareil qui coûte assez cher. Si c'est seulement la fonction recherche de condensateurs défectueux qui vous intéresse, c'est pas la peine d'aller mettre une somme pareille dans un appareil de ce style. Vous trouverez des appareils qui seront 8-9 fois moins chers environ que ceux-ci, qui ne feront que mesure de SR et capacimètre. Alors ils seront moins précis, moins ceci, moins cela, moins rapide, moins tout ce que vous voulez, mais je pense qu'ils pourront tout à fait vous satisfaire si c'est juste la recherche de condensateurs défectueux qui vous intéresse.
Alors pareil, au niveau des condensateurs, on a aussi un appareil qui descend très bas au niveau de ses calibres, ce qui fait qu'on peut mesurer par exemple des condensateurs ajustables comme ceci. On retrouve ça sur les circuits où il y a de la radio par exemple. Donc là, nous tombons à peu près sur 4 picofarads. Bon, on ne recherche pas la précision, hein, c'est juste pour montrer. Si je change le réglage, et vous pouvez voir que ça bouge évidemment. Et donc on peut éventuellement, si besoin est, régler des condensateurs ajustables pour avoir précisément la bonne valeur si on veut. Alors là je le montre comme ça juste pour montrer, d'ailleurs j'ai pas forcément un bon contact. Tout ça pour dire que c'est une fonction qui peut peut-être être utile pour le radio amateur éventuellement, je ne sais pas trop, c'est un domaine dans lequel j'ai pas mis les mains. Donc avec cette fonction de mesure de capacité, on peut aussi mesurer des capacités de câbles. Donc je vais vous montrer ça sur un câble secteur. On ne sait pas forcément sur ce genre de câble-là qu'on irait faire des mesures de capacité. Là c'est juste pour montrer qu'il y a un résultat. On irait plutôt mesurer à mon avis des câbles coaxiaux, ce genre de choses, éventuellement des câbles USB, puisque à partir de certaines fréquences, les capacités de câbles peuvent poser des problèmes pour certaines applications. Voilà, donc là on est à peu près à 200 picofarads. Vous voyez qu'il y a un résultat, il n'y a pas rien. Le câble est ouvert bien évidemment au bout. Donc ça, combiné à la fonction mesure d'inductance qu'on a vu avant, ça peut être intéressant pour faire des calculs d'impédance de câble dans des conditions particulières. Donc avec ce capacitimètre, on va pouvoir aussi mesurer éventuellement des capacités parasites entre des pistes de circuit imprimé, enfin de manière générale des capacités parasites. Vous voyez que si par exemple je mesure entre le primaire et le secondaire du transformateur qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est isolé, eh bien vous voyez qu'on trouve une capacité parasite effectivement. Là on est à peu près à 41 et quelques picofarads. Donc je ne sais pas si le résultat est absolument fiable, si c'est une méthode fiable de mesure de capacité parasite de transformateur, mais en tout cas on a un résultat. Et si ce résultat est fiable, imaginons, ça peut peut-être être utile pour comprendre des problèmes de CEM au niveau des alimentations à découpage par exemple. Donc j'ai pas plus d'exemples que ça à vous montrer pour la fonction mesure de capacité. Il faut savoir aussi sur cet appareil-là qu'il affiche ici le déphasage en degrés. Donc ça fait partie des fonctions secondaires. On a aussi en basculant là le facteur de dissipation et le facteur de qualité. Et on va donc terminer par la fonction mesure de résistance de cet appareil, qui est en fait assez similaire à la fonction ohmètre qu'on va retrouver sur un multimètre, sauf qu'ici on a l'avantage d'avoir quelque chose qui descend très bas au niveau résolution. On peut donc mesurer des milliohms, et en plus on a de disponible un mode relatif qui est très intéressant pour mesurer les faibles valeurs. Alors pour que ce soit le plus pertinent possible, je vais vous montrer une mesure de résistance extrêmement faible, qui est celle-ci. Donc c'est une résistance de shunt qui est donnée pour 20 milliohms avec une tolérance de 1%. Et alors là, on est quelque peu déçu puisqu'on tombe sur 37 milliohms. C'est quand même assez éloigné des 20 milliohms qu'on attendait. Et c'est normal en fait puisque c'est une mesure qui est perturbée, influencée par la résistance parasite des fils et des pinces qui servent à effectuer la mesure. Et donc dans ce cas-là, résistance très faible à mesurer, il faut absolument utiliser le mode relatif de cet appareil. Donc pour ça, on débranche. On met en contact les pinces faisant absolument un bon contact pour que ce soit fiable. Donc là, l'appareil va faire une nouvelle mesure de résistance. On tombe à peu près sur 12,7 milliohms, ça correspond à la résistance parasite des pinces et fils. À ce moment-là, on fait une sorte de reset, on appuie sur ce bouton-là pour faire une remise à zéro. Là, on a l'affichage qui passe à zéro. L'appareil soustrait en fait les mesures suivantes qui vont venir de la résistance parasite des fils. Et là, maintenant, on va pouvoir mesurer la résistance très faible qui est ce shunt. Et cette fois, on tombe sur 20,4 milliohms à peu près. Là, on est dans les clous, ça va. Donc vous voyez qu'on peut se faire perturber dans les très faibles valeurs par des résistances parasites, et le mode relatif est heureusement disponible pour nous éviter les problèmes. Alors c'est un mode qui est aussi disponible, le mode relatif, pour les mesures d'inductance, que je n'ai pas montré tout à l'heure, puisque ces fils-là et pinces sont aussi une inductance parasite. Et ça existe aussi pour la mesure de capacité, le mode relatif, puisque vous pouvez voir, si on repasse en identification automatique, que l'appareil, quand les fils sont laissés en l'air, qu'est-ce qu'il détecte comme composant? Et bien naturellement, il détecte une capacité. Bon, très très faible, on est à peu près à 0,8 picofarad, puisque évidemment, entre les deux morceaux de métal des pinces, on a le plastique des fils, de l'air, plus encore le plastique. Et ça forme bien sûr involontairement un condensateur qui peut gêner les mesures de capacité extrêmement faibles. Et on peut donc, quand on est en mode capacité par exemple, également faire un reset. Là ça passe à zéro, on vient d'annuler la capacité parasite entre les fils laissés en l'air, et donc on pourra mesurer par exemple des condensateurs très faibles en mode relatif.
Alors, ces mesures de résistance extrêmement faible, à quoi elles peuvent nous servir? Eh bien, elles me semblent extrêmement intéressantes, de manière générale, dans les cas d'électricité ou d'électronique où il va passer dans des conducteurs des courants assez significatifs, quelques ampères ou plus. Parce que, grâce à cette mesure de résistance, on va pouvoir déjà mesurer des résistances de fil, enfin de conducteurs de manière générale. On va donc pouvoir évaluer éventuellement les chutes de tension qui vont se produire, évaluer les pertes joules qu'on va avoir dans tel ou tel endroit. Et on va donc pouvoir se demander par exemple, pour faire simple, est-ce qu'à tel endroit ça vaut le coup de doubler ou tripler la section de tel conducteur pour éviter les temps de perte et augmenter le rendement de tant de dizaines de pourcents par exemple. On va pouvoir mesurer bien sûr aussi, je ne l'ai pas montré, des résistances d'enroulement de bobines ou de transformateurs et évaluer les pertes joules qu'on va avoir. Alors bien sûr, il faudrait faire une correction par rapport à la température puisque la résistivité des matériaux, du cuivre notamment, n'est pas la même à froid et à chaud quand ça fonctionne. On va aussi pouvoir mesurer des résistances de contact avec ceci, donc qui se comptent en milliohms par exemple, des résistances de contact de relais, de contact d'interrupteur, de contact de, je ne sais pas, de sectionneur par exemple. Et pareil, évaluer chute de tension et perte joule. Bien écoutez, voilà les exemples d'usage que je pouvais vous montrer de cet appareil. Je vais peut-être en découvrir d'autres par la suite, c'est possible. Vous-même, vous aurez peut-être des idées de mesures à proposer, dans le domaine RF par exemple. Moi, je vois surtout des applications nombreuses en électronique de puissance, notamment en conception. Et voilà, j'espère que cette vidéo de démonstration vous aura plu et vous aura appris des choses éventuellement. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci de votre attention.